Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Mediapro, l'émission qui parle de médias et de télévision. Ce soir, nous allons parler du mainstream. Le mainstream ou bien la culture de masse. Eh bien, quel est le rôle justement du mainstream dans le développement de la culture? Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir mes trois compères. Sofiane Baroudi, journaliste de Al24 News, et bien sûr nos deux chroniqueurs, Reda Harira et Faisal Mattawi. Mais avant de commencer justement de parler du mainstream, je voudrais vous poser la question, messieurs, donnez-moi quelques titres de mainstream, quelques succès de mainstream. Ne me donne pas la définition. Pas les succès. Mainstream, ça veut dire la source principale. Ça veut dire le main, c'est principal, les sources, c'est... Oui, mainstream, c'est une... Certains pensent que c'est Mickey Mouse qui est le père de mainstream, parce que Mickey Mouse a vulgarisé la culture américaine à travers le monde. Parce qu'on oublie souvent l'importance du dessin animé dans la fabrication de la pensée, parfois de l'opinion. Mais il y a beaucoup de produits qui sont mainstream, hein, les produits des boissons, Coca-Cola par exemple. Bon, on a fait de la publicité pour Coca, mais c'est inévitable parce que quand le produit se comprend avec quand la marque se comprend avec le produit, ça veut dire que ça a réussi. Mais c'est toujours lié avec la culture. Absolument, c'est venu plus tard en fait, parce qu'on a commencé à utiliser les techniques publicitaires. On a utilisé certains pensent qu'un monsieur mainstream, c'est quelqu'un qui veut plaire à tout le monde, parce que mainstream cherche toujours à plaire à tout le monde. Dire que ce produit est bon et tout le monde est d'accord là-dessus, et quand il y a des critiques, on les étouffe. Bien sûr, cela s'est développé après pour être utilisé dans la politique, dans la communication, dans la manipulation psychologique des opinions. C'est devenu beaucoup plus... Mais à la base, c'est une technique marketing, c'est une technique commerciale. On cherche à vendre d'abord. Et Reda, pour toi, le mainstream, est-ce que tu as des exemples de succès de mainstream? Donc, pour aller dans le sillage de mon collègue, c'est Frédéric Martel en France qui a popularisé le concept de mainstream, qui l'a rendu beaucoup plus visible à travers son livre. Avant Frédéric Martel, c'est Jack Valenti, le lobby de Hollywood, hein, dans les années 60, avec un petit peu le cinéma, Hollywood, etc., qui a imposé un petit peu le mainstream et imposé certains films qui seront plus tard des plus grands succès ou des blockbusters dans le monde et qui donneront un petit peu la puissance que l'Amérique possède aujourd'hui. Oui, ça c'était dans le domaine du cinéma, mais par la suite, ça va être élargi au monde des journalistes, au monde des politiques aussi. Et c'est à travers son ouvrage qui est sorti en 2010. Je pense qu'après l'apparition, les journalistes et les politiques, c'est après l'apparition de la télévision. Oui, certainement, bien sûr. Au-delà des années 50, quoi. Au-delà, mais c'est après parce qu'en télévision, on les utilise. On parle de médias mainstream. Oui, c'est ça. Les médias mainstream, ça veut dire les télévisions principales dans tous les pays européens et américains. Même dans les pays arabes, maintenant, il y a des médias mainstream. C'est ceux qui passent en opinion. Et Sofiane, toi, la nouvelle génération? Oui, moi je pense déjà que le mainstream, c'est la fabrication de l'opinion, mais aussi, si vous voulez, la construction de certains stéréotypes sur des thèmes fondamentaux, sur des thèmes importants. Par exemple, un personnage comme Rambo fait complètement partie du mainstream international. C'est-à-dire qu'à un moment... Avant lui, c'est le cow-boy. Par exemple, c'est le western, mais à partir d'un certain moment, les années 70 et la guerre du Vietnam notamment, il y a la construction d'un personnage qui devient mythique après et autour duquel il y a des produits dérivés aussi assez importants. Il y a aussi par exemple un autre phénomène qui lui fait partie, si vous voulez, de la grande distribution, comme Barbie. Mais qui fait partie intégrante complètement d'une certaine perception, y compris du monde. Et par exemple, l'enjeu aussi, si vous voulez, de cultiver la perception dès l'enfance, de cultiver la perception d'un monde tel que voulu aussi par de grandes firmes. Il faut le dire, parce que c'est aussi de grandes firmes. L'idée, c'est de suggérer que l'homme blanc est un homme dominant. Aussi, d'où l'idée de Rambo, avant ça il y avait Robocop aussi, dont Avatar de James Cameron a été intelligent, il a déconstruit cette idée, parce que vous avez vu dans le film, ceux qui l'ont vu, et sûrement vous l'avez vu, et Sofiane et tous les téléspectateurs, oui, parce que c'est un film qui a un énorme... De James Cameron. James Cameron, les personnes sont bleues, c'est des avatars, donc c'est une critique aussi de l'homme blanc, parce que l'idée du mainstream est très liée à la domination et à l'hégémonie de l'homme blanc, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan de la conception, sur le plan de la philosophie, parce que l'idée que les autres n'ont rien produit, notamment en Afrique. L'idée de Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, qui parlait de l'homme africain qui n'est pas entré dans l'histoire, parce que l'histoire se fait par les Blancs, parce qu'on a cette conception du mainstream. Alors le mainstream en Algérie, à votre avis, quel est l'outil ou bien la force du mainstream en Algérie?
Est-ce que vous pouvez me donner des exemples justement de mainstream, des phénomènes qui ont révolutionné la culture algérienne et qui ont se sont un peu éparpillés dans le monde? Je pense dans la musique. Que la musique? Non, pas que la musique. La musique, le rail, Cheb Khaled, Zahouania, Mami, etc. C'est vrai que, parce qu'à un moment donné, c'est une musique qui est née. Bon, on va pas faire l'histoire de la musique rail, mais la musique rail, elle est écoutée partout dans le monde. On oublie que Khaled il est écouté en Amérique du Sud. Et ça a commencé avec Didi. Hein? Bien là, Didi, avec tous les autres succès, grâce au travail de Kouchi, de Safi Boutella dans les années 80, le cinéma aussi, parce que le cinéma algérien. Grâce à la bataille d'Alger. La bataille d'Alger, Pontecorvo, l'Akhdar Hamina, chez nous en Algérie aussi, le Hassan Tero. Donc le cinéma et la musique, je pense. Ça se voit que tu as vu Hassan Tero hier. Oui. Et même dans la littérature, on a aussi des noms qui ont aussi porté le nom de l'Algérie à travers. Mais laissez-moi. La littérature, moi j'aurais, je pense, un mainstream algérien qui est peut-être, qui doit être décrypté. Par exemple, sur le roman, on a 3 personnages importants dans le roman international. On a Apelé, le premier roman. Mador, on a aussi Cervantes, qui est le premier roman en langue espagnole. Et on a d'une façon ou d'une autre Albert Camus, qui est un romancier, un philosophe de portée importante. Donc il y a aussi un phénomène, si vous voulez, sur le roman. Il y a après, bien sûr, Katbi Yassine, Assia Djubbal. Mais je pense qu'en termes littéraires et en termes intellectuels, il y a aussi un mainstream algérien à chercher. Mais il y a un mainstream algérien qui a porté la voix et la musique algérienne à travers le monde, dans plusieurs pays, notamment dans des pays comme la Russie, la Chine et bien sûr le monde arabe. Quelqu'un que vous connaissez très bien. Je vous laisse regarder cet extrait et après on revient au débat. L'été, on peut dire. Oui, on peut le dire. C'est 55 millions déjà de vues sur YouTube, c'est très peu. Hein, parce que sur YouTube, vous avez Baby Shark, qui est un dessin animé qui a rencontré, il a été vu 10 milliards de fois. Donc c'est 10 milliards ou 10 milliards, oui. C'est le numéro 1 mondial actuellement. Oui, mais 55, il faut voir le contexte régional. C'est important parce que le DigiSnake, d'abord, Disco Maghreb. Avec Boualem Ben Hawa, c'est le fameux Boualem Disco Maghreb qui évoque Zahouania, Khaled, Mami, même Cheikh Al-Janiya, parce qu'il avait fait connaître le travail de Cheikh Al-Janiya. Et ça montre un endroit mythique. Et personnellement, je peux en parler rapidement parce que j'étais à côté de DigiSnake dans le boulevard Emir Abdelkader et je voyais beaucoup de jeunes arriver. S'il vous plaît, montrez les images de DJ Snake à Oran, parce que c'était un phénomène, qui a révolutionné un petit peu les Jeux méditerranéens, puisqu'il est arrivé à la clôture des Jeux. C'était un des endroits les plus visités d'Oran, avec le théâtre régional Abdelkader Aloula, parce que personnellement, je voyais des jeunes venir de partout. D'Algérie, prendre des photos, parce que le clip, c'était quelques secondes seulement dans le clip. On voit Boualem entrer dans le fameux magasin où venaient souvent Hassani, Khaled, Mami et les autres. Et les gens se rappelaient que Disco Maghreb a eu quand même un grand rôle dans la promotion de la musique rail dans les années 80, au moment où c'était très, très compliqué, très difficile. Et là, on voit l'importance de l'image. Quand un clip rend célèbre un espace, rend célèbre un endroit. C'était le cas, par exemple, pour Despacito, le fameux clip qui a été vu 7,5 milliards de vues à travers le monde. La ville de San Juan, qui est la capitale de Porto Rico, le quartier La Perla, est devenu très célèbre dans le monde grâce à un clip. Donc les clips aussi peuvent jouer un grand rôle dans la promotion des endroits et dans la promotion touristique, au-delà de la promotion culturelle. Alors, il y a un phénomène que je n'ai pas compris, c'est que quand le clip a été lancé, il y a eu une avalanche de critiques sur le contenu des images, etc. Pourquoi? Oui, parce que les gens n'ont pas compris peut-être le message. Parce que le clip montre un peuple joyeux. Il montre une scène de mariage, il porte des gens qui sont heureux. Bien sûr, ça veut dire que le peuple algérien est un peuple vivant, c'est un peuple qui a sa culture. Et d'ailleurs, le fond du clip, c'est de rappeler que l'Alaoui, la musique alaoui, vous savez qu'il y a une grosse bataille culturelle qui se fait à nos frontières autour du Alaoui, qui est une musique algérienne et une tradition algérienne, que ce soit dans la musique ou dans le Sha'al al-Malhoun, parce qu'il y a aussi là une bataille. Et DJ Snake donc, a rendu hommage au Alaoui, et il a rendu hommage aussi au rail à la fin, parce qu'à la fin du clip, il y a un istighbar qui nous rappelle la boîte Khaled. Ça veut dire que à un moment donné, au début, les gens n'ont pas compris parce qu'ils n'ont pas vu bien, peut-être d'un angle très négatif, mais après, les gens ont apprécié le clip. Et là on l'écoute, c'est le tube de l'été, on l'écoute partout, dans les fêtes de mariage, etc. Sofiane, alors, le Disco Maghreb, est-ce qu'il a relancé un petit peu le rail dans une bataille culturelle qui était parfois lancée pour dire que le rail n'appartient pas aux Algériens? Aujourd'hui, Disco Maghreb relance le débat sur l'appartenance du rail. Je pense que clairement, il y a une forme de réappropriation par le fait
du patrimoine rail en Algérie, non seulement par le clip de DJ Snake ou par le morceau, parce que je pense que lui-même a utilisé cet aspect-là en essayant d'aller chercher dans les racines, dans l'histoire de la musique rail justement, qui est devenue une musique dominante à l'échelle internationale, donc un instrument de soft power important, mais aussi un enjeu, si vous voulez, d'influence diplomatique et patrimoniale au niveau international, ou si vous voulez, la parenté ou la paternité de la musique rail, qui est clairement et incontestablement algérienne, malheureusement a été galvaudée par certains réseaux pour des objectifs qui sont bien connus, qui sont ceux. Et là, j'en viens au clip, de, si vous voulez, salir un peu l'image ou alors ternir l'image de l'Algérie contemporaine. Ce qui a permis aussi de voir le clip, qui est juste un melting pot d'images de la vraie vie réelle en Algérie. C'est qu'il y a vraiment une vie foisonnante, une jeunesse de talent. Et si vous voulez, même par rapport aux paysages, ce n'est pas des paysages de tristesse et de désolation. Bien au contraire, c'est des paysages de diversité, de coloration et justement des paysages qui sont favorables justement à la créativité artistique. Ce qu'on ne voit pas dans certains films algériens, pas algériens, réalisés par des Algériens et financés en Europe. C'est souvent bien sûr, on dira que le cinéma, ce n'est pas de carte postale, mais le cinéma aussi peut montrer la scène réelle. Et DJ Snake a eu, j'allais dire, beaucoup de génie, le réalisateur du clip, de montrer effectivement un peuple qui vit, qui est heureux, qui fait des mariages, qui danse, des jeunes qui sont sur des motos, des gens qui sont à la plage, d'autres qui sont sur des chevaux. Il y a certains Faisal, certains n'aiment pas ça. Non, il y a certains journalistes, je le dis, certains journalistes et certains critiques disent voilà, ce n'est pas des images de l'Algérie, c'est-à-dire que c'est des images qui ont été exportées parce que tout simplement ils ne connaissent pas l'Algérie. Ils ne connaissent pas un petit peu certaines traditions comme la scène des motos, la scène des mariages avec le drift, etc. Il y a certains phénomènes qui ne sont pas connus de toute l'Algérie. Ce clip a un petit peu remontré ce que c'est. Quand tu parlais justement du Alaoui, dans la musique populaire algérienne, c'est ça la force un petit peu de DJ Snake, c'est qu'il a combiné la musique traditionnelle populaire avec le disc jockey, qui est une musique électro-moderne. Oui, et c'est généralement les clubs dance qui réussissent. Gangnam Style, par exemple, en Corée ou d'autres. Cette dance, dans ce cas, est bâtie sur la musique traditionnelle. C'est la réussite. Et Sophie en a parlé du rail, parce qu'il faut expliquer à nos amis téléspectateurs, c'est qu'il y a maintenant une guerre, il faut l'appeler ainsi, entre l'Algérie et le Maroc, parce que le Maroc revendique, à travers ses réseaux qui sont au sein de l'UNESCO, comme quoi le rail serait marocain. On en discutera un petit peu en fin d'émission. Je voudrais connaître un petit peu l'avis de Reda, qui n'est pas trop culturel, mais beaucoup plus historique et politique. Qu'a apporté justement ce phénomène DJ Snake à l'Algérie? Surtout qu'il est tombé dans une période ou dans un contexte à la fois médiatique, sportif et politique. C'était les Jeux méditerranéens d'Oran. Oui, c'était les Jeux méditerranéens d'Oran. Je voudrais dire quand même pour l'anecdote qu'au départ, ça ne devait pas s'appeler Disco Maghreb. C'était Disco Musique. Et comme notre ami Boualem Ben Hawa Fourché, lors d'une conversation, il a parlé du disco Maghreb au lieu de disco musique, et c'est ce qui a été retenu par la suite. C'est devenu disco Maghreb. Donc, l'occasion a été offerte par les Jeux méditerranéens d'Oran de relancer le rail et de lui donner un cachet typiquement algérien. Mais surtout, ça a accru le soft power carrément de l'Algérie dans le monde, puisque à travers cette dernière production de DJ Snake, il y a à peu près 4 millions de touristes qui veulent venir en Algérie, là actuellement. Donc il a attiré un petit peu. Oui. Et tout le monde veut prendre en photo le fameux magasin. Parfaitement, parce qu'ils sont tous allés jeter un coup d'œil sur les sites touristiques. C'est devenu un pèlerinage un petit peu culturel. Oui, parfaitement. Un passage obligé. Oui, tout à fait. Et on a vu le jeune Depes, qui est un jeune peintre, c'est lui qui fait les portraits à Alger, notamment pour ceux qui le connaissent, réaliser le portrait de Hasni. Parce que Hasni, pour rappel,
Et il reste souvent chez Boualem Ben Hawa. C'est ce qu'on appelle du street art. Le street art, oui, qui est très tendance actuellement. J'ai vu beaucoup de jeunes prendre des photos avec ça. Il a fait le portrait de Rouiched, de Biouna, Alger. Et c'était un bel hommage rendu à Hasni et également à Boualem Ben Hawa parce qu'il a fait un bon travail. Je voudrais saluer aussi le travail de notre ami Salah Faisal sur Al 24 News qui a fait un reportage excellent. Parce qu'on a vu Boualem parler des choses qu'il n'a jamais dites auparavant sur ses rapports avec le rail et la musique, avec des chanteurs comme Hasni ou Khaled. Je ne sais pas si l'extrait de l'émission de Faisal est prête pour montrer un petit peu le reportage que Al 24 News avait réalisé dans le cadre justement d'un documentaire sur Disco Maghreb. On regarde l'extrait et on revient au débat. رانا دخلنا للديسكو مغرب اللي تاع شكون تاع بوعلام من هو بوعلام شفنا كثير ناس تحدث على ديسكو مغرب لي ديرني طون بوعلام مساء الخير صافا صاحبي شو بيان لاباس لا سونتي والله الحمد طريق بيان ميرسي بوعلام لازم نحكيو على الموسيقى لازم نحكيو على بزاف حوايج اليوم مرحبا بخويا اليوم رانا عند لا ميزون دو راي لا ميزون دو راي ليديسيون ديسكو مغرب الناس كامل شافت لو كليب تاع دي جي سنيك اللي لحق دي مليون دو فيو بريسك 1 مليون دو جيم. اليوم لازم نحكيو ايضا على ديسكو مغرب على بوعلام بن حوا اللي هو من مواليد 1954 لو 4 افريل. اليوم بوعلام ماذا بينا نعرف الشخصيه تاع بوعلام قبل ما نعرف شخصيه ديسكو مغرب. Voilà, on est revenu sur l'idée de lancer ce genre de clip au moment où un petit peu on sentait que le rail était en fin de carrière. Non, le rail est relancé. Il est relancé. C'est vrai que le rail, j'étais au festival du rail à Oran. Cette chanson a un peu relancé Cheb Mami, a relancé Cheb Le rail historique. Parce le rail historique, il y a aussi un rail postmoderne. Il a relancé parce que, quand on dit il a relancé, parce que Disco Maghreb était un magasin complètement à l'abandon. Depuis 2007. Oui, depuis 2007, il le dit, Boualem dans son reportage. Mais ce clip a fait renaître de ses cendres aussi bien les grandes vedettes. D'ailleurs, on le voit dans le reportage, il parlait de Cheb El-Hendi, il parlait de Cheikh Al-Remiti, il parlait aussi de Cheb Hasni surtout, et également Cheb Khaled et Mami. D'ailleurs, Mami lui rend hommage dans la clôture, lors de la clôture des Jeux méditerranéens. Et vraiment cette histoire du rail Oran est très liée. Hein. On voit par exemple, il y a une photo très très belle de Cheb Mami devant le magasin de. Oui, parce que Mami fait partie des générations de. Parce qu'à l'époque, il y avait Saint-Crépin, il y avait Laser, il y avait Disco Maghreb. Il y avait une vingtaine d'éditeurs parce que c'est le déclin. C'était un petit peu la concurrence. La concurrence dans les 80, 90, les violences, etc. Et le rail a survécu aux violences. Une cassette par semaine. Hein. Oui, mais ça a aidé beaucoup d'Algériens à sortir du traumatisme que nous avons connu dans les années 90. Et le rail est algérien, on ne le rappellera jamais assez. L'Algérie est en train de préparer un dossier qui doit être soumis, j'espère qu'il sera bien consolidé ce dossier, à l'UNESCO pour que le rail soit inscrit sur la liste internationale, mondiale du patrimoine de l'UNESCO. La bataille sera très rude, je le rappelle, parce que le voisin marocain est en train aussi de travailler pour dire que le rail est marocain, alors que tous les historiens, notamment la Haj Miliani et d'autres qui ont fait un travail sur la rail, attestent que ce n'est pas du tout le cas. Mais effectivement, DJ Snake, en s'appuyant sur l'Alaoui, là aussi, il a ses racines dans le rail, hein, parce que le rail, dans la rythmique du rail est très rapide, etc. Il y a eu un déclin, c'est vrai, à un moment donné, et personnellement, j'étais au Festival du Rail, c'était l'occasion de rencontrer beaucoup de chanteurs et de paroliers, etc. Et tout le monde est d'accord que le rail doit être relancé, notamment pour les paroles, parce qu'il y a beaucoup de retours en arrière sur le plan de texte, etc., même sur le plan mélodique. Et donc, il y a une volonté de relancer le rail. Et Gigi Snake, oui, et contribue grandement, à mon avis, à relancer cette tradition musicale algérienne. Là, j'en reviens aussi au rail et au lien entre l'historicité et le patrimoine, qui est une preuve, si vous voulez. Par exemple, le patrimoine musical est une preuve vivante de l'enracinement d'une nation dans un paysage donné. C'est à la fois cela, mais c'est aussi une capacité de produire sur le moment, si vous voulez, des idées pour influencer la perception des autres peuples sur une culture déterminée. Et c'est en ça que, à mon avis, ce café DJ Snake n'est rien d'autre qu'une mise en lumière de quelque chose qui existait, qui était vraiment en mouvement. Par exemple, pour revenir aussi au rail
une dernière fois, c'est l'un des rares mouvements musicaux à l'international qui arrive à s'autofinancer en permanence, qui n'a pas besoin de subventions, qui n'a besoin de rien du tout, qui est quasiment dans l'autoproduction et dans l'autodiffusion. Bien qu'à un moment donné, on a voulu diaboliser le rail. Parce que quand Khaled a commencé à chanter en français, on s'est complètement éloigné du rail et de son âme. Parce que le rail se chante en arabe algérien, en dialecte algérien, et la musique est de source algérienne, que ce soit dans la gasba ou le bendir ou des autres instruments. Je reviens à l'idée de Reda sur le world music, la musique mondiale. C'est justement un concept mainstream. C'était l'idée, c'est de dépasser les spécificités culturelles, notamment dans les pays arabes, dans les pays africains, dans les pays asiatiques. En Afrique, il y a des multitudes de langues, multitudes de rythmes. L'Afrique est le pays de la rythmique. L'afrobeat, l'afro-jazz, etc. Le jazz, c'est inspiré des musiques africaines. Bien sûr, les Américains ne vont jamais reconnaître. Mais c'est des fusions qui étaient contrôlées par des grands labels internationaux aussi, pour essayer de vendre des images sur des zones ou des aires géographiques méconnues ou alors exotiques. Et on dirait que c'est la world music. Par exemple, la musique Targui, la musique, ce qu'on appelle la musique le blues du désert, c'est la soupe pratiquée par les Koubawin, par le Tinariwen, etc. Là, on a mis dans le world music. Ça veut dire que c'est Sahariens qui vivent dans le sud algérien, dans le désert, ils ne sont pas capables d'avoir des mélodies et des musiques. Ils sont dans le world music mondiale, ça peut être en Chine, ça peut être en Finlande, etc. Et c'est ces concepts qui ont été très contestés d'ailleurs par les experts à l'époque pour dire que chaque région a ses origines, chaque région a ses musiques, ses traditions. L'Algérie est un pays très riche avec les danses populaires, avec ses rythmiques. Il y a le saharien, il y a le bedoui, il y a le saadawi, il y a le landalou, il y a le charbi, il y a le manouf. Et ça ne terminera jamais. Mais là, vous ne le retrouvez pas. On dira musique algérienne, world music, on se retrouvera avec des rythmes qui peut plaire à un auditoire occidental, et c'est tout. Et c'est pour ça que ce que fait DJ Snake, j'espère qu'il va continuer, parce qu'il me semble dans une interview, il a dit qu'il va travailler avec des artistes algériens. Ça serait une bonne chose, parce que c'est une manière ça va propulser une partie de la musique algérienne à l'international. Oui, mais quand on voit un petit peu tout ce que fait le mainstream à travers le monde, il y a deux phénomènes importants, c'est la musique et le cinéma, ou bien la télévision. Même la littérature aussi. La littérature aussi, bien sûr. Mais bon, dans l'ensemble, c'est beaucoup plus la musique parce que elle dépasse un peu plus que le cinéma et la télévision. Pourquoi? Parce que la musique peut être écoutée à travers le monde sans frapper à la porte, disons. Je cite l'exemple, par exemple, des Beatles dans les années 60. Ils viennent de Liverpool, une région d'Angleterre qui est frappée par le chômage, un petit peu par la politique, etc. Ils ont un petit peu fait connaître Liverpool et l'Angleterre en général à travers des chansons de 4 jeunes anglais. Donc, c'est comment un petit peu faire transmettre la culture d'une région ou d'un pays. Je cite exemple aussi le Liban. Le Liban, en pleine guerre civile, des chanteurs comme Fayrouz chantaient à travers le monde et faisaient porter la voix du Liban et sa souffrance, aussi bien la voix du Liban mais aussi de la Palestine. Elle portait la souffrance de ces deux pays à travers ses chansons. Et c'est ça qui fait un petit peu le soft power et la puissance d'une chanson. Quand on voit DJ Snake à travers le clip et aussi à travers la musique, on voit par exemple certaines séquences dans les concerts, on voit beaucoup de drapeaux algériens, mais aussi des drapeaux d'autres pays. Ça veut dire qu'on est devenu un petit peu un melting pot, c'est-à-dire on devient un petit peu mélangé à la culture du monde, comme tu dis, la world music. Bien sûr, ça a commencé avec Idir, on l'a montré tout à l'heure, ça a été poursuivi par Cheb Khaled avec Didi qui a été chanté. Le tube a été repris en Inde, il a remporté un grand succès. Il a eu la platine. Oui, exactement. C'est le premier Algérien et arabe et africain à avoir ce prix. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est un grand auditoire. La musique pop, à travers aussi bien les Beatles, mais aussi Michael Jackson, et Pink Floyd aussi. Les Pink Floyd, mais aussi Madonna, Madonna qui représente un petit peu l'immigration italienne aux États-Unis. Michael Jackson,
les Afro-Américains, Stevie Wonder. toute un petit peu la communauté parfois oubliée. Hein, C'est lié à la lutte des Afro-Américains parce à que fait. ça vient à la fin des années 60 et 70 qui était marqué par une grande lutte pour les droits civiques, par le Martin Black Luther Panther King. Party ou par d'autres organisations, les Black Muslims. Et- La plupart des chanteurs sont à la base des militants. D'ailleurs, les tu chanteuses. me Et laisses même des chanteuses. on en parle justement, la chanson We Are the World, qui a été chantée par une pléiade de grandes stars de la chanson américaine Pour la Somalie. pour la Somalie. Oui. Qui aurait pu entendre parler de la Somalie s'il n'avait pas vu cette chanson? C'est-à-dire que certains pays qui ne connaissent pas la L'Éthiopie, souffrance c'était et la pour famine. l'Éthiopie. C'était pour l'Éthiopie. Ah, à pour l'époque. l'Éthiopie, pardon. Pour l'Éthiopie, oui. Pour l'Éthiopie. Mais il y a eu Vous avez après raison, la oui. Somalie, voilà. Mais pour vous dire que le problème de la famine en Afrique a été porté par une chanson, We Are the World, chantée par une pléiade de stars de la chanson et bien sûr dirigée par Quincy Jones qui était le patron et de Michael Motown. Jackson. Et Michael Motown, Jackson. c'était le label international et surtout label afro-américain aux États-Unis. Et Michael Jackson aussi, parce qu'il a joué Michael un rôle. Jackson faisait partie un petit peu. Et pour rendre hommage aussi à Bob Geldof, qui a organisé oui, tout à le fait, fameux tout à fait. concert On se souvient londonien aussi, de Live Aid. on se souvient que les Algériens ont un petit peu fait la même tentation avec Algérie Mon Amour, avec le Baziz et une pléiade de chanteurs Hasni algériens. aussi, dans les années 90. Oui, exactement, avec une pléiade de chanteurs algériens vivant à l'étranger. Bien sûr, il y a eu 2 chanteurs qui n'ont pas adhéré à cette chanson, tout simplement parce qu'ils ont été bloqués par leurs éditeurs qui ne sont pas dans le label de Baziz. C'était bien sûr Cheb Khaled et Mami. Et après, Cheb Khaled et Mami se sont rattrapés avec l'album 1, 2, 3 Soleil qui a fait le boom et justement fait connaître un peu plus la fusion entre le Chabi et le Raï à travers le monde. Et les producteurs font partie du mainstream aussi. Hein. Bien sûr, C'est bien l'un- sûr. C'est l'un des instruments, d'ailleurs. Les je me sociétés rappelle. de Problème disco Maghreb, Oui. on fait partie. Hein. Non, Maintenant, non, même il y a- à l'international, par exemple, George Michael George. Oui. Vous savez qu'il a eu un gros procès avec Sony. Parce Tout que à Sony fait, oui. voulait lui imposer un certain choix de chansons, des Queen aussi, dans les années 70-80. Queen, ouais. Ils ont eu beaucoup de conflits avec leurs les producteurs. grands labels. Oui, Bohemian Rhapsody, qui est un opéra rock, le producteur ne voulait pas de cet opéra, alors qu'après c'était un succès mondial. Et donc les producteurs effectivement participent, surtout lorsqu'il s'agit d'un chanteur qui vient d'Afrique, qui vient du monde arabe, etc. On voudrait lui imposer un certain nombre de textes. C'était le cas de Khaled à un moment donné, malheureusement, parce qu'il est tombé dans le piège de chansons genre C'est la vie, etc. Même si c'est un succès. Mais bon, c'est pas le rail, c'est la world music. Donc oui, l'Algérien. Parce qu'il y a une utilité particulière à mobiliser et aussi à orienter l'opinion publique selon, si vous voulez, aussi un agenda, il faut le dire, un agenda politique déterminé. Et c'est en ça où agissent les grands producteurs qui sont aussi, si vous voulez, ceux qui contrôlent la richesse et les moyens de production qui permettent justement à un artiste d'avoir un essor international ou à un film d'avoir une reconnaissance internationale et donc qui fabriquent l'opinion et le Je mainstream. vous citerai un exemple, Soul King. Est-ce que vous avez entendu Soul King chanter en arabe? Toutes les chansons de Soul King sont en français. Je me pose des questions. À la base, Quelques oui. textes, Quand quelques il était à textes. Africa Jungle. Quand il était à Africa quelques Jungle. phrases en arabe. Oui, mais après, c'est chanté en français. Est-ce que c'est du rap algérien ou français? Depuis sa rencontre avec Skyrock, il fait du français. Il chante que du Il français. fait, Pour moi, Soul King fait du rap français. Ce n'est pas du tout un rap. C'est un chanteur algérien qui fait du rap français. Donc ça entre dans le mainstream. Vous effacez l'origine de la personne qui vient, vous effacez sa langue et sa culture, il deviendra un chanteur international. Et c'est à la fois Oui, un mais argument marketing. on a fait la même remarque à Les Khaled fans quand de il a... Soul King ne vont pas apprécier Mais ça. Mais bon. je sais qu'il ne va pas apprécier de toute façon venant de toi. Non, mais Khaled a eu la même critique quand il a chanté Aïcha. On lui a Oui. dit pourquoi tu as chanté en français? Parce que Jean-Jacques Goldman, c'était le producteur, il lui a imposé de chanter un petit peu en français, mais et ça n'a pas empêché d'avoir quelques notes ou quelques sonorisations un petit peu en arabe pour garder le cachet du rap. Aïcha, c'est une chanson Mais ça vend française. beaucoup. Le label algérien vend beaucoup en Europe et en France. Par exemple, en France, n'importe quelle publication, s'il y a le terme Algérie, la publication a été collée dans tous les kiosques. Et c'est pareil pour la musique ou pour le cinéma. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de réalisations de productions cinématographiques qui sont faites par des Algériens, mais qui sont en réalité des productions européennes et destinées à un public européen qui a besoin aussi qu'on soigne, si vous voulez, ses stéréotypes et sa vision sur un pays déterminé. Alors, Et les artistes sont entraînés dans ça. Ce que dit Sophie, elle a raison, parce que dans le cinéma, notamment fait par des Algériens, écrit par des Européens, ou écrit ça. par les scénaristes ou par les producteurs. Et produit par des Parce que les producteurs écrivent. Et dans ce cinéma, on devrait garder toujours la même image d'un pays.
Ce n'est pas uniquement le cas pour l'Algérie, hein. Pour le Maroc, pour l'Égypte, etc. Ça sera toujours une image misérabiliste. Ça sera toujours une société violente, ça sera toujours une femme qui est Ça, c'est les soumise. clichés. Hein, Ça, c'est Selon les les clichés canons et les qui sont normes du entretenus depuis des années et des années. Ils reviennent à chaque fois sous d'autres formes. parce que c'est des Chaque clichés fois. un petit peu imposés par Les producteurs. les producteurs français qui veulent montrer un petit peu une image négative de Pas l'Algérie. uniquement les Français, même les Européens, même les Américains. Ils veulent garder une image de votre société. Votre société, elle est figée, elle est comme ça. Elle ne doit pas changer. On ne doit pas voir autre chose que ce que le téléspectateur occidental, qui est lui-même entré dans la machine mainstream, de la manipulation, qui doit garder toujours l'image des pays violents et qui resteront violents. On va rester, si vous permettez, dans la chanson. Il y a aussi, après le raï et la chanson kabyle, on va rester dans une chanson populaire qui a également révolutionné un petit peu la culture algérienne et qui a porté la chanson nationale ou algérienne à travers le monde, mais surtout qui a été reprise par plusieurs chanteurs et même des groupes de Gypsy King, des groupes étrangers, et une chanson qui est en vogue depuis quelques années et qui rendait hommage surtout à Ahmed El-Harachi. Bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est Ya Rayah, chanté par Rachid Taha ou ressuscité par Rachid Taha à l'époque. Voilà, alors c'était Rachid Taha, Allah yarhamou, avec Ya Rayah, une chanson bien sûr très connue d'Ahmed El-Harachi. Cette chanson a été ressuscitée, comme l'a fait DJ Snake pour Disco Maghreb et la culture du rail. Elle a ressuscité et remet en scène un petit peu la musique populaire algérienne et fait connaître un petit peu la musique chabi à travers le monde. Hein. Oui, Ahmed El-Harachi lui-même s'est rebellé quelque part sur la musique chabi, sur le hawzi, parce que ses chansons étaient des chansons courtes, rythmées. Le succès de Ya Rayah, reprise par Rachid Taha, qui était à l'époque dans le quart de séjour, le groupe Rachid Taha a fait beaucoup de choses aussi pour la musique algérienne. Il en était fier d'ailleurs, jusqu'à sa mort, Allah yarhamou. Et cette chanson, surtout grâce à sa mélodie aussi, et ses paroles. Parce que toi qui pars, tu finiras par retourner à ton pays. Et Rachid Taha, il a vécu en France. Il a démarré avec l'album Carte de séjour. Carte de séjour. Ouais. Il y a aussi Cheikh El-Hasnaoui, beaucoup de chanteurs qui ont vécu dans l'immigration et qui ont aussi gardé le lien avec le pays grâce à des chansons comme celle-là. Et cette chanson a eu beaucoup de succès parce que là, le rythme est bon et la mélodie est excellente. Ahmed El-Harachi, pratiquement toutes ses chansons ont été des succès. Les paroles sont bien étudiées. C'était un rayman du Sha'bi, parce que ses paroles étaient très populaires, qui parlaient des souffrances des gens, qui donnaient aussi des conseils, qui critiquaient ceux qui n'étaient pas sur le droit chemin, etc. Lui-même le disait aussi plus tard. Justement, tu voulais... Oui, je voulais dire que... toi qui étais en France à l'époque, cette chanson a un petit peu... changer l'immigration, parce que l'immigration était beaucoup plus habituée aux chansons d'Ahmed El-Harachi. La chanson de Rachid Taha a fait changer de génération. Avec Rachid Taha, il a modernisé la musique électro. C'est à travers moderniser la musique chabi, tu veux dire. La musique chabi en faisant une musique électro qui était facilement exportable un peu partout dans le monde entier. Ça a été donc de ce point de vue une phase essentielle avec une acclimatation de la musique chabi classique en territoire européen. Ça a été le premier fait. Mais mieux que ça, il y a quelque chose qui est en train de se développer
et qui s'est développé même après la mort de Rachid Taha, c'est que cette musique-là, elle va bientôt devenir l'emblème et le symbole de tous les migrants du monde. Parce que tous les migrants du monde, quel que soit leur continent, leur appartenance ethnique ou culturelle, s'identifient pleinement à travers cette chanson-là. Et je pense notamment au dernier drame qui a eu lieu il y a cela quelques semaines du côté de Melilla. Et c'est cette chanson-là qu'ils sont en train de reprendre en boucle de manière à pouvoir davantage sensibiliser les populations, notamment du Nord, les populations européennes et américaines, au phénomène de migration. Parce que de plus en plus, il y a des partis politiques qui s'opposent à ces migrants et ils ont tendance de plus en plus à vouloir les criminaliser. Donc le monde des artistes peut venir en aide à ces migrants pour mettre en lumière un phénomène qui est aussi bien culturel, économique que politique par la suite. Parce que ce sont des gens qui sont en souffrance, et cette souffrance est humaine. Mais mieux que ça, cette souffrance, elle traverse les temps. C'est-à-dire que le phénomène des migrants, on peut parler aussi bien des Tziganes, des Juifs ou d'autres contrées d'Europe de l'Est qui étaient persécutées, mais c'est aussi valable aujourd'hui pour des gens qui fuient des pays qui sont en conflit. Ça peut être la Somalie, ça peut être d'autres régions d'Afrique comme la Sierra Leone et d'autres pays. Donc n'importe quel... La musique, pardon, Reda, la musique est souvent un phénomène qui fait changer l'opinion. Hein. On l'a vu, tu as parlé justement des Tziganes. Le groupe Gypsy King a un petit peu amélioré l'image des Gitans à travers le monde. Des Gitans qui ont été très persécutés. C'est-à-dire comme des marginaux. Comme des marginaux. Par la culture mainstream, encore une fois. Tony Gatliff aussi. Tony Gatliff, c'est un cas spécial, mais il ne faut pas oublier que c'est un Gitan qui est né à Alger. Donc, qui connaît bien la société maghrébine, mais aussi la société tzigane, le phénomène de l'immigration, mais aussi le phénomène social. Hein. Donc, les Gypsy Kings, je me rappelle, à un certain moment, tout le monde, il y avait deux groupes à Alger qui s'identifiaient aux Gypsy Kings parce qu'ils ont un petit peu révolutionné la musique. Triana d'Alger. Triana d'Alger, Méditerranée aussi. C'est deux groupes qui sont nés de la force de Gypsy King. D'ailleurs, après Gypsy King est venu à Alger, il a chanté avec ces deux groupes, ce qui a renforcé les liens entre la culture tzigane et la culture arabo-musulmane algérienne. Donc, ça a créé des liens très forts et ça, c'est très, très important pour renforcer. Je reviens, permets-moi de continuer dans la même lancée. Bob Marley, à travers la musique reggae, a amélioré un petit peu l'image de la culture Rasta. La culture Rasta qui a été souvent critiquée, taxée de drogués, marginalisée, tout ça, a fait que Bob Marley a amélioré un petit peu l'image en donnant cette image d'un pays culturellement très fort, mais aussi revendicatif et engagé. Hein. Donc aujourd'hui, les Rastas sont plus des chanteurs ou des personnes engagées que des phénomènes de société marginaux. Oui, en Algérie, si vous permettez, Sofiane, oui, Peter Tosh aussi, en Jamaïque, parce que c'était une... Tous les chanteurs Jimmy Cliff, entre autres, qui est venu chanter en Algérie, la musique calypso aussi dans les Caraïbes, qui est faite sur des conteneurs en frappé, parce que c'est considéré comme une musique aussi marginale, c'est devenu un phénomène mondial plus tard. Et pour l'Algérie, il faut rendre hommage aussi à certains compositeurs et chanteurs, comme Igor Bouchen. Igor Bouchen, à un moment donné, on le considérait comme un russe. Igor Bouchen. Oui, alors que c'est un Algérien, c'est vraiment un génie de la musique. Mohamed Igor Bouchen. Il y a aussi Akliyahiatan, il y a aussi Warda Al-Jazairiya qui a ouvert les portes du Caire pour la musique algérienne. Pour la musique algérienne. Rabh Driyasa, la chanson Njema Qutbiya a fait le tour du monde arabe. Et donc il y a beaucoup de chanteurs qui ont aussi fait ce travail d'exportation de la culture algérienne à travers leurs chansons.
Par rapport à Bob Marley, juste j'aimerais ajouter quelque chose d'important. Moi, je pense que l'essor aussi de la musique reggae, il est complètement lié aux luttes panafricanistes à l'époque, c'est-à-dire à l'Angola, au Zimbabwe, à la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et donc aussi à la philosophie qui a émergé depuis l'Algérie, qui a été soutenue par l'Algérie activement pendant les années 70 et 80. C'est ce qui a permis un peu une forme de normalisation de la musique reggae. Qui sortit un petit peu du festival panafricain. Exactement, qui est aussi un grand phénomène, on peut dire aussi, de mainstream qui a influencé toute la musique afro-américaine aux États-Unis, après, c'est-à-dire les années 70, 80 et 90 jusqu'au rap. Tout à fait. Tupac Shakur, sa mère était une militante Black Panther et les Black Panthers étaient en asile en Algérie pendant une quinzaine d'années. Il a été assassiné justement en 96. Pour ces raisons. Pour des raisons d'engagement politique. Et aussi par rapport à Rachid Taha et Dahman al-Harrachi. Dahman al-Harrachi, lui-même, en plus d'être un poète et un auteur et un compositeur, était très impliqué dans les luttes de l'immigration. Et je pense que l'hommage de Rachid Taha, c'était un peu pour dire que le mouvement structuré de l'immigration qui existait pendant les années 60 et 70, qui est l'héritage un peu de la Fédération de France, qui existait surtout dans le milieu du travail, dans les syndicats par le mouvement des travailleurs arabes, et ben pendant les années 90, pouvait revivre encore, même s'il y avait un contexte ou une situation, si vous voulez, qui permettait moins de s'organiser par rapport à des phénomènes politiques objectifs qui peuvent être compris. Mais je pense que c'est vraiment pour dresser une filiation, et la musique est le meilleur vecteur de la mémoire et de la filiation historique. C'est pour ça que la musique arrive à toucher, à mobiliser le plus de personnes, plus que le cinéma, parce que le cinéma doit être soit diffusé à la télé, soit diffusé dans les salles de cinéma. Alors, qui dit migration, dit aussi mixité culturelle, puisqu'il y a une influence peut être réciproque, mais dans le cas de la musique arabo-andalouse notamment, puisque vous avez évoqué les tziganes tout à l'heure, on peut parler brièvement de la musique flamenco. La musique flamenco, ce sont des gitans qui se sont retrouvés perdus donc, au fin fond de l'Europe et qui ont dû aller se réfugier dans la péninsule ibérique. Et quand ils sont arrivés sur place, ils ont dit voilà, nous étions des déracinés, nous étions un peu perdus sur une terre que nous ne connaissions pas. Et lorsqu'on a entendu les premières sonorités de la musique andalouse, ça nous a rappelé nos propres origines qui sont liées au sous-continent indien. Et c'est ce qui a donné par la suite le flamenco. Le pays voisin, vous avez le fado aussi, hein, chez les Portugais. Le fado qui vient de l'arabe fedit, c'est-à-dire il y a une certaine mélancolie qui est chantée par les Portugais, qui trouve aussi des racines dans la musique andalouse. Donc la migration ou les immigrés, ils n'exportent pas que leurs problèmes, ils exportent également leur culture, leur musique, leur cuisine, et ils finissent par créer en quelque sorte, pourquoi pas, une nouvelle société qui est enrichie par ces apports divers. Dans ce sens, les États-Unis n'auraient jamais eu de la musique sans l'apport des Africains. C'est les Africains qui ont fait le blues, le rhythm and blues, le jazz, le rock, le hard rock, le rap, toutes les musiques. C'est des musiques. Et ce n'est que dernièrement, parce que j'ai eu une très longue discussion avec un expert américain sur cette question. Quand ils ont fait un atelier à Tahrir, je crois. Oui, je lui ai dit que c'est en 2022 que vous commencez à reconnaître que les Africains vous ont donné votre musique. Et pour revenir à Archie Sheppard, qui est un Américain, en 1969... Archie Sheppard qui a chanté durant les... Le Festival africain, et il y a un concert historique. 69. C'est la musique jazz mélangée à la musique targui. Parce qu'il avait monté des chanteuses du Tindi sur scène, et c'est devenu, ça s'appelait le Tour du Monde à l'époque. C'était vraiment révolutionnaire pour dire que les musiques... Les images ont été tournées à l'époque par un réalisateur qui était jeune, c'était Raouti Bendeddouche, qui a filmé avec le réalisateur de William Klein. Et d'ailleurs, pour revenir aussi à l'Algérie, parce qu'on avait parlé de la Méditerranée, l'Algérie a la force d'être un pays méditerranéen, donc il a les apports méditerranéens pour la musique, ibérique, européenne, turque aussi. L'Algérie a aussi un attache avec c'est le plus grand pays d'Afrique, géographiquement. C'est un pays qui a des attaches très profondes avec l'Afrique, avec le monde arabo-musulman et avec l'Europe, et aussi avec les origines berbères, tamazightes plutôt. Donc tout ça fait que la musique algérienne ne peut pas être comme les autres. C'est pas pour, on ne va pas faire du cocorico, du patriotisme. La musique de diwan, parce que sinon on l'appelle le diwan. Les Marocains l'appellent le gnawa, les Tunisiens le stambali, le stambouli, etc. C'est une musique qui existe dans plusieurs régions dans l'Afrique du Nord. Donc toutes ces richesses nous donnent une idée que c'est un pays qui est vraiment riche et qu'on peut
toujours produire. Parce que pourquoi les Disney, les compositeurs européens contemporains reviennent à ces musiques, à ces traditions, et ces anciennes mélodies pour s'appuyer dessus et pour relancer des phénomènes musicaux. Parce que certains des experts diront, oui, en musique, on a tout dit. Non, on ne dit jamais rien tout en musique. Même au cinéma et en littérature, on peut toujours dire d'autres choses en revenant à des racines. Et c'est justement le cas pour beaucoup de chanteurs algériens qui maintenant ne se retrouvent plus. Je ne citerai pas de nom parce qu'ils seront peut-être mécontents, de revenir à des... Il y a beaucoup de textes qui n'ont pas été chantés dans la poésie melhoun. Il y a beaucoup de mélodies qui sont oubliées. Il y a beaucoup de chanteurs. Dans la musique malouf, je sais qu'il y a beaucoup de partisans qui sont cachés dans les maisons et qu'on peut les reproduire. La même chose pour la musique. Parce que dans l'Andalou, on a plusieurs écoles. L'école d'Alger, l'école de Tlemcen et l'école de Constantine. Donc, vous voyez, cette richesse peut renforcer notre mainstream en tant qu'Algérien dans la culture. Merci Faisal, merci Reda et merci Sofiane. Pour mieux comprendre le mainstream, je vous invite à lire ce livre très très intéressant de Frédéric Martel, Enquête sur une culture qui plaît à tout le monde et qui parle un petit peu de tous les phénomènes mainstream qui existent à travers le monde. Bien sûr, on en a parlé pour une grande partie ici, mais il y a surtout beaucoup de phénomènes dont on n'a pas parlé, comme la chaîne. Pas seulement que ça, il y a le manga, il y a les films chinois de Kung Fu, il y a également Al Jazeera qui fait partie du mainstream. La shawarma est devenue un plat algérien. Voilà, ça c'est une autre paire de manches. Voilà, merci messieurs pour cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau thème, un nouveau sujet, toujours pertinent dans le domaine de l'audiovisuel. Restez branchés sur Al 24 News. Bonsoir.